Être qualifié de compréhensif envers Poutine est l'une des pires accusations que l'on puisse porter contre quelqu'un dans l'Europe germanophone. En général, elle vient de personnes qui croient savoir exactement ce que la Russie veut réellement. Mais l'Occident est-il seulement capable de comprendre ce que cherchent ses adversaires? C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui, et j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Madame la Dre Petra Erler, politologue allemande et ancienne secrétaire d'État en RDA. Avec son mari, Günther Verheugen, elle a récemment publié le livre « Le long chemin vers la guerre ». La Russie, l'Ukraine et l'Occident. Escalade plutôt que détente. Petra, bienvenue à nouveau. Merci Pascal. Commençons peut-être par ton expérience personnelle. Tu étais engagé en politique, en RDA, au moment de la réunification. Tu as aussi activement contribué à ce qu'elle puisse avoir lieu. Comment as-tu vécu cela? Quelle a été ton expérience? L'Allemagne de l'Ouest, l'Occident, ont-ils compris l'Allemagne de l'Est à l'époque? Et la réunification s'est-elle déroulée comme vous, à l'Est, l'imaginiez alors? Cela fait beaucoup de questions en une seule, cher Pascal. En RDA, nous avons eu des élections le 18 mars 90 et la seule question était de savoir de quelle manière nous voulions appartenir à la République fédérale. Allions-nous adhérer sur un pied d'égalité selon l'article 146 de la loi fondamentale ou s'agissait-il d'une adhésion selon l'article 23? Une majorité des citoyennes et citoyens de la RDA a clairement dit « Nous voulons la voie de l'adhésion ». Et cela signifiait que dès le départ, les possibilités du dernier et unique gouvernement démocratique de la RDA étaient naturellement très limitées. Einzigen demokratischen DDR-Regierung sehr begrenzt waren, denn ein Beitritt nach Artikel 23 bedeutet, car une adhésion selon l'article 23 signifie que l'on se soumet, à bien des égards, aux règles que l'ancienne République fédérale s'était elle-même données. Parallèlement, une autre forme d'union aurait conduit, par exemple, à l'adoption d'une constitution commune et à des discussions sur des questions aussi importantes que l'existence d'un hymne commun, ainsi que sur la part d'expérience et de réalisation de la RDA qui devrait être intégrée dans ce nouveau pays. Car sans aucun doute, l'unification allemande a bel et bien créé un nouveau pays. À l'époque, j'étais responsable de l'intégration dans les communautés européennes et dans mon domaine, la devise au 31 mars 90 était déjà « Nous le ferons entièrement seuls ». Et cette devise venait de Bonn, un peu selon le principe « Nous n'avons rien à faire là-bas, nous n'avons à parler à personne et les Allemands de l'Ouest s'en sortiront bien ». Mais ce n'était pas notre position. Nous pensions que tous les membres de la communauté européenne, mais aussi la communauté des peuples, avaient le droit de faire notre connaissance, de savoir qui nous étions réellement. Car le conflit Est-Ouest avait conduit à ce qu'il n'y ait guère d'intérêt de l'Ouest pour l'Est, mais en revanche, un grand intérêt de l'Est pour l'Ouest. C'est pourquoi, à l'époque, nous sommes allés à la présidence irlandaise. J'ai accompagné le ministre des Affaires étrangères Merkel et nous y avons présenté nos revendications en disant « Nous voulons participer, nous voulons que vous fassiez notre connaissance, mais nous voulons aussi affirmer clairement nos propres intérêts. » Car nous ne pouvions pas imaginer que l'ancienne République fédérale savait tout ce qui aurait été important et juste pour la RDA dans l'Allemagne unifiée. Et la première question des Irlandais fut « En avez-vous parlé avec Jean Cher ?» Et nous avons répondu « Non ». Puis une pause stratégique de 2 heures. J'ai bu le premier whisky irlandais de ma vie. Puis un conseiller du Premier ministre est venu me voir et a demandé « Petra, oui, mais qu'est-ce que vous voulez au juste ?» Nous avons eu une bonne conversation et au bout de 2 heures, la séance a été officiellement reprise. Les Irlandais nous ont dit « Nous allons vous soutenir. Vous ferez bientôt partie de nous et vous avez donc dès maintenant le droit d'exprimer votre opinion et de vous faire connaître
de savoir qui nous sommes et inversement. Cela n'a pas plu à Bonn, pas du tout. Mais on s'y est résigné tant que nous avions promis que, bien entendu, nous ne réglerions pas de conflits interallemands sur le dos de l'Europe. Dans ce cas, ce fut un processus positif qui a également permis à vous, venus de l'Est, de faire valoir vos préoccupations au sein des futures structures de l'Union européenne. À l'époque, il s'agissait encore de l'espace économique. C'était une évolution positive. L'Ouest a su bien faire les choses, intégrer l'Allemagne de l'Est et lancer un processus qui s'est finalement avéré couronné de succès. Il est important de se rappeler qu'à l'époque, nous avions un président de la Commission, Jacques Delors. Jacques Delors fut en effet le premier à comprendre que les évolutions après la chute du mur allaient devenir très imprévisibles. Il a déclaré devant le Parlement européen que nous, en l'occurrence l'Allemagne de l'Est, avions le droit de décider nous-mêmes de la manière dont nous voulions appartenir à l'ensemble. Sur la base de l'ancienne clause, qui faisait partie des traités fondateurs de la communauté économique européenne, la République fédérale d'Allemagne avait toujours considéré la RDA comme faisant partie de son espace économique. Et il a laissé la voie ouverte en disant « Soit vous venez en tant qu'État à part entière, soit par la voie de l'adhésion à la République fédérale d'Allemagne. » Et cela a créé à l'époque un climat plutôt positif au sein de la communauté européenne, du moins à notre égard. Thatcher était plus favorable au gouvernement de la RDA qu'à Helmut Kohl. Les Français traitaient le Premier ministre allemand avec beaucoup de bienveillance, car c'était une autre Allemagne, si l'on peut dire. Non pas une qui traversait la salle en imposant sa présence, mais une Allemagne modeste. Et comment cela a-t-il continué ensuite? Aussi en ce qui concerne la compréhension mutuelle. Je m'en souviens bien, je suis né en 1985, donc trop jeune pour me rappeler vraiment de la réunification des États. Mais je me souviens que dans mon enfance, je regardais beaucoup la télévision allemande. Et il y était souvent question de la situation des Allemands de l'Est et de ce qui se passait à l'Est. Les tensions entre les Besserwessis et les Jamarossi, c'étaient des sujets présents dans les médias germanophones. Comment ce rapprochement s'est-il donc déroulé? Ce qui a aussi beaucoup à voir avec la compréhension. Et tu l'as déjà expliqué. En RDA, le désir de l'Ouest était immense, je suppose, tandis qu'à l'inverse, ce n'était peut-être pas forcément le cas. Eh bien, ce serait une erreur de penser que tout le processus n'a été que positif. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons reçu le soutien de nombreux États européens, que nous avions le droit de nous exprimer au sein de la communauté européenne, de parler avec Delors, avec les chefs d'État et de gouvernement. Je n'ai pas dit que cela avait particulièrement plu à la République fédérale d'Allemagne, car bien entendu, nous n'avons pas simplement dit « nous sommes là », mais nous avons aussi exposé les problèmes que nous percevions dans ce processus. Et il s'agissait du fait que tous les États membres de la communauté européenne devaient donner leur accord pour que par une décision du Conseil, nous puissions participer à cette unification dans le cas de l'unité allemande. Et j'ai appris bien plus tard à quel point l'ancien gouvernement fédéral détestait que nous disions, par exemple, que nous ne voulions pas dépendre uniquement du financement ouest-allemand, mais que nous estimions important que la solidarité européenne se manifeste aussi concrètement dans les nouveaux Länder, afin que les gens s'y sentent intégrés. Cela allait complètement à l'encontre du concept d'Helmut Kohl, par exemple. Et il a été très positif que nous ayons alors trouvé un soutien au sein de la Commission européenne. Le premier à s'exprimer en ce sens fut à l'époque le libéral Bangemann.
Mais ce fut un combat difficile, et chaque présentation de revendication fut une lutte acharnée, qu'il fallait mener plutôt dans l'ombre que publiquement. Et cela montre que nous avions une certaine confiance en nous. Und daraus erkennst du, dass wir ein gewisses Selbstbewusstsein hatten. Wir hatten das Selbstbewusstsein, Nous avions la confiance en nous, que nous adhérions ou que nous suivions l'article 146, nous avions quelque chose à dire, et nous le disions de manière à ce que cela soit avantageux pour la nouvelle République fédérale. Car il est vite apparu, du moins pour nous, qu'il ne s'agirait pas d'une partie de plaisir, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique. Et à l'époque, je ne savais pas que 4 ans plus tard, 50% des Allemands de l'Est seraient au chômage. Mais je savais aussi que nos entreprises n'étaient pas compétitives, que notre agriculture ne l'était pas non plus. On ne peut pas, du jour au lendemain, concurrencer sur un marché qu'on ne connaît pas, avec lequel on n'a pas de relation et sans stratégie de marketing. Mais moi non plus. En 1990, je ne savais pas encore à quel point la situation serait grave. Et à cela s'ajoutait, pour ainsi dire, problème politique. Et le problème politique, c'est qu'il y a toujours eu une double attitude. D'un côté, presque personne en Allemagne de l'Ouest n'était préparé à l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule réunification allemande. Et ces gens-là avaient aussi des opinions bien arrêtées, des opinions influencées par la guerre froide. Cela signifiait, de toute façon, ils ne savent rien faire, leur économie ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Et en Allemagne de l'Est, il y avait une attente excessive qui se traduisait ainsi. Les Allemands de l'Ouest savent tout faire mieux, et nous devons tout réapprendre. Cette danse entre arrogance et faiblesse auto-imposée a évidemment eu des effets catastrophiques. Car, tôt ou tard, il est devenu clair que les Allemands de l'Est n'étaient pas aussi stupides qu'on le pensait. Et le fait que les Allemands de l'Ouest n'aient en réalité guère compris ce qui se passait vraiment en Allemagne de l'Est ou à quoi ressemblait la vie en RDA. Et cela a conduit, vers 1994, à la situation que tu as décrite. J'avais été invité par les Américains et ils demandaient aussi « Que se passe-t-il chez vous ?» Vous vous plaignez tous. L'Ouest n'est pas satisfait, l'Est non plus. D'où cela vient-il? Ils ont organisé une soirée et posé la première question à un député du Bundestag originaire de Hesse. Qu'est-ce que l'Ouest peut apprendre de l'Est? Réponse, rien. Alors j'ai dit, voilà bien le problème. Et la soirée s'est terminée là, car il était clair où se situait le problème de la réunification allemande dans l'idée que l'on sait déjà tout. D'un côté donc, une mentalité de vainqueur et de l'autre, des gens qui se libéraient peu à peu de l'idée que l'Ouest savait mieux comment faire bouillir de l'eau. Peut-être pouvons-nous nous en servir pour passer maintenant au présent. Car ce que tu racontes me semble très proche d'une mentalité qui domine encore aujourd'hui, et peut-être pas seulement en Allemagne, mais dans une grande partie de l'Europe. D'un côté, une mentalité de vainqueur, et de l'autre, cette conviction. Nous avons toujours su mieux que les autres, et les Russes, ainsi que tous ceux qui les soutiennent ou ne les combattent pas, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Penses-tu que cette conscience persiste? En anglais, on fait souvent référence à Fukuyama et à la fin de l'histoire, cette mentalité. Nous avons gagné la guerre froide. Le vois-tu aussi ainsi, ou y a-t-il selon toi d'autres éléments qui empêchent de comprendre l'Est? Je pense qu'il s'agit d'un mélange de désintérêt, d'ignorance, de mentalité de vainqueur et de suffisance. Et tout cela s'accompagne d'une exploitation propagandiste de la démocratie et des droits de l'homme. Selon le principe, nous sommes les porteurs de la démocratie, nous sommes les porteurs des droits de l'homme,
Et de ce fait, nous avons toujours été du bon côté de l'histoire. Cela nous dispense de nous intéresser réellement aux autres et à leurs problèmes, et de vouloir véritablement les comprendre. Et cela commence déjà dans la relation avec les nouveaux États membres de l'UEMPMRI, c'est-à-dire ceux qui ont adhéré en 2004 et 2007. Il n'y a eu et il n'y a toujours aucune compréhension de ce qu'est réellement une transformation systémique, du chemin difficile que les gens doivent parcourir lorsqu'ils décident consciemment de construire la démocratie et de transformer leur pays, qui faisait auparavant partie du Comecon ou de l'ancienne Union soviétique. Pas du tout. J'ai récemment lu un livre affligeant dans lequel on se plaignait qu'à la suite de la dissolution de l'Union soviétique, il existe encore en Russie un Homo soviéticus et que dans chaque Homo soviéticus se cache un petit Poutine. Oh mon Dieu, c'est écrit là-dedans. Qui a écrit ça? Je ne fais pas de publicité pour ce livre. Et je me suis dit, ne comprennent-ils donc pas qu'on ne peut changer une société qu'avec les gens qu'on a, et que la volonté des personnes qui ont grandi dans un autre système de changer est un cadeau que les sociétés se font à elles-mêmes, une force qui existe en leur sein. Tu comprends? Je ne suis pas une adepte de Che Guevara. Che Guevara est parti en pensant qu'il pouvait exporter la révolution. Et inversement, j'ai toujours eu l'impression que l'Occident croit que Che Guevara fonctionne, qu'il peut que tout exporter. En réalité, nous avons besoin, au sein même des sociétés, de la conscience de ce qu'elles reconnaissent comme la bonne voie pour elles. Et quand on voit comment, dans les années 1990, la Commission européenne, mais aussi les Américains, ont traité la désintégration de l'Union soviétique, on disait alors avec audace, l'Ukraine n'a plus qu'à se libérer du joug russe et tout ira bien. Ils n'avaient absolument pas compris qu'un organisme étatique comme l'Union soviétique, construit sur une économie planifiée avec des monopoles, où une ou deux entreprises combinées approvisionnaient tout le pays, ne pouvait pas être démantelé aussi simplement, et que l'Ukraine était liée à l'Union soviétique par d'innombrables artères vitales, économiques, humaines, infrastructurelles, de transport. Et ceux qui se fixent de tels objectifs ne comprennent en réalité rien aux problèmes des peuples. Ta caméra est un peu remontée. Peux-tu la baisser un peu? Merci. Alors, qu'en penses-tu? Il y a eu ce moment en 2001 quand Vladimir Poutine se tenait devant le Bundestag allemand et a reçu une ovation debout. Les gens se sont levés, ils ont applaudi, et c'était en fait une période très pleine d'espoir. C'était aussi l'époque où je dirais le pire des années 1990 pour la Russie touchait à sa fin. Cette période terrible de 1994 à 1999, durant laquelle même l'espérance de vie en Russie avait diminué. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et puis, il y a eu un moment où les relations germano-russes étaient en réalité à leur apogée, comme jamais auparavant et jamais plus ensuite. N'y avait-il pas alors de la compréhension? À ce moment-là, l'Occident ne montrait-il pas de la compréhension pour la souffrance de la Russie et pour la nécessité de l'intégrer? Ou comment était-ce? Bien sûr, l'intervention de Poutine au Bundestag allemand a été un moment fort des relations germano-russes, mais certainement pas leur point culminant. Je pense qu'à l'époque, le soulagement dominait. Les communistes n'avaient pas gagné, mais le candidat choisi par Eltsine et aussi par les oligarques avait remporté l'élection. Et bien entendu, ce discours constituait une offre d'amitié. Era une coopération et partenariat entre l'Allemagne et la Russie. Mais ce que je critique à cette époque, c'est que nous avons laissé passer l'occasion de nous souvenir de la souffrance que nous avons infligée au peuple de l'Union soviétique. Car Poutine ne vient pas de n'importe quelle ville.
Sa famille est originaire de Leningrad et elle faisait elle aussi partie des victimes du fascisme hitlérien allemand. Et à l'époque, cela ne jouait aucun rôle, ni dans une interview, ni dans un discours, ni d'aucune manière. Et pour lui non plus, cela ne joue aucun rôle. On ne parlait plus que d'avenir. Mais c'était aussi une occasion manquée de discuter des raisons pour lesquelles nous avons une responsabilité historique particulière, qui se traduit par 27 millions de citoyens soviétiques morts. Ainsi, on a d'une part manqué cela, y compris la compréhension du fait qu'il s'agit ici de quelqu'un qui a une expérience directe de la gravité de cette guerre et qui a aussi des liens familiaux avec elle. Chaque fois que je parle avec des collègues russes, ils me disent qu'il n'y a personne en Russie qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, encore touché par cette guerre. Toutes les familles sont concernées. 27 millions de morts. Donc, chacun a un grand-père, un grand-oncle ou quelqu'un d'autre dont on sait qu'il est mort à la guerre. Ne manque-t-il pas tout simplement quelque chose ici? Peut-être pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe, en Europe de l'Ouest telle qu'elle est aujourd'hui, une compréhension de la brutalité de ces souvenirs et de ce qu'ils provoquent, y compris en ce qui concerne le besoin de sécurité. Car en Occident, surtout en Allemagne, mais aussi en Suisse, on entend souvent dire « Non, la Russie ne fait que prétendre avoir besoin de sécurité. C'est le pays le plus sûr du monde, donc il ment. Poutine ment quand il dit que la Russie a un besoin de sécurité, sinon il ne saperait pas celui des Ukrainiens. » Je pense que nous avons affaire à un révisionnisme historique qui a commencé dès 1945. L'image de la Seconde Guerre mondiale est souvent façonnée par les films hollywoodiens, dans lesquels, bien sûr, les Américains remportent sans cesse la victoire. En France, en 1945, on pensait encore majoritairement que l'armée rouge, ou plutôt l'Union soviétique, avait non seulement supporté la plus grande part du fardeau de la guerre, mais aussi apporté la contribution décisive à la victoire sur le fascisme hitlérien. Cette idée a été complètement effacée de la mémoire de beaucoup de gens. Il existe un chercheur canadien qui a étudié de très près l'époque stalinienne, aussi bien les années 1930, les grands massacres, que le rôle de Staline pendant la Seconde Guerre mondiale et avant celle-ci. Et il racontait que ses étudiants étaient toujours complètement consternés lorsqu'ils comprenaient contre combien d'Allemands l'armée rouge avait dû se battre à l'époque et contre combien peu d'Allemands, relativement, les puissances alliées victorieuses avaient eu à affronter. Cela nous est totalement étranger. Et en même temps, il ne faut pas oublier que les Russes, même les Russes ordinaires, ont longtemps été très favorables aux Allemands, malgré les événements de la Seconde Guerre mondiale. Je faisais partie d'une initiative contre l'oubli, lancée par de Mézières, dans le cadre de laquelle nous avions envoyé de l'argent aux travailleurs forcés, bien avant que cela ne soit accepté en Allemagne, en guise de compensation morale, pour ainsi dire. À l'époque, il s'agissait d'abord de 300 DM, puis de 300 €. Ce n'est rien face à la souffrance des survivants. Et la manière dont ces survivants ou leurs familles ont réagi était généralement de dire qu'ils reconnaissaient le geste, qu'ils appréciaient que nous n'ayons pas oublié et que cela constituait une base pour que nous soyons amis. Il est d'autant plus grave qu'en raison de ce révisionnisme historique, les Allemands ne soient aujourd'hui plus perçus positivement en Russie et que, au vu des déclarations politiques émanant de la République fédérale d'Allemagne, cela ne soit finalement plus vraiment surprenant. Et cela, si l'on creuse davantage dans cette compréhension. D'après toi, mis à part le révisionnisme historique et la mentalité de vainqueur, d'où vient-il que l'Europe, en général,
fasse actuellement comme s'il n'existait aucun besoin légitime de la Russie. Car l'accusation d'être incompréhensif envers Poutine revient à dire que l'on prend au sérieux ce que disent les Russes, et que partant de là, on souhaite réfléchir et négocier de manière constructive. Tandis que l'autre camp affirme non, il ne faut ni croire ni écouter cela. Il faut mettre fin à la guerre en Ukraine de la manière que nous voulons, c'est-à-dire restitution de tous les territoires et Poutine devant un tribunal pour crimes de guerre. Ce serait, selon eux, la bonne approche pour remettre cette entité qu'est la Russie à sa place. Eh bien, Pascal, nous avons ici affaire à deux réalités alternatives. Ceux qui accusent les autres d'être des compréhensifs envers Poutine prétendent en réalité être eux-mêmes ceux qui le comprennent le mieux. Et cette compréhension peut toujours se résumer en 3 mots. Une fois au KGB, toujours au KGB. Librement inspiré du film de James Bond de 1995. Voilà d'où cela vient. Pendant ce temps, les autres considèrent les intérêts légitimes de sécurité du côté russe et défendent une politique de dialogue et de compréhension. Ils examinent naturellement ce qui s'est réellement passé au fil des années. Sich anschauen, was ist über die Jahre tatsächlich passiert. Die drehen dem Putin nicht die Worte im Mund rum. Ils ne déforment pas les propos de Poutine, ils ne choisissent pas simplement ce qui leur convient ou non, mais essaient de présenter l'histoire dans sa chronologie et de montrer aussi les tournants désastreux que l'Occident a pris. Mais ce n'est pas cette version de l'histoire qui domine dans l'Union européenne. Kaja Kallas, notre prétendu chef de la diplomatie, considère la contribution de la Russie et de la Chine à la victoire sur le fascisme hitlérien pendant la Seconde Guerre mondiale comme de la désinformation. Cette femme n'a plus aucune culture historique. Die Frau hat überhaupt keine geschichtliche Bildung mehr. Und ich fürchte, andere haben die auch nicht. Et je crains que d'autres ne les aient pas non plus. Il y a eu des tentatives, venues de Pologne et aussi des pays baltes, visant par exemple à attribuer à la Russie ou à l'Union soviétique une co-responsabilité dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et cela ne résiste à aucun examen historique. Car tout est nié. Ceux qui, à l'époque, regardaient l'Allemagne hitlérienne avec une grande bienveillance et concluaient même partiellement des pactes avec elle. On nie aussi que Staline, c'est-à-dire l'Union soviétique, s'est efforcé pendant plus de 6 ans de parvenir à une coalition anti-hitlérienne avec la France et la Grande-Bretagne, parce que tout cela est évidemment chargé d'idéologie. Dans notre pays, lorsque Hitler prit le pouvoir, seuls les communistes au début et quelques catholiques disaient « Hitler, c'est la guerre ». Et aujourd'hui, quand Kaja Kallas se demande combien de guerres ont en réalité été déclenchées par la Russie et que, apparemment, elle a demandé à ses services de se pencher sur la question et qu'ils ont trouvé un chiffre, je ne sais pas lequel, j'ai alors regardé sur Wikipédia dans combien de guerres les Russes avaient été impliqués au fil des siècles. 32 pages. Et il faut imaginer qu'on y lit, par exemple, qu'il y a eu des citoyens soviétiques, tout comme des Américains, parmi eux, Hemingway, qui ont combattu pendant la guerre civile espagnole. Ici, on mélange des choses et on les présente au public de manière totalement désordonnée, sans aucun rapport avec des intérêts de sécurité, mais simplement pour illustrer la soif de guerre de la Russie, nourrie depuis des millénaires. Si l'on regarde seulement les guerres entre 800 et 1500 mentionnées sur Wikipédia, je me demande combien d'Ukrainiens y ont participé. Mais de telles questions ne sont jamais posées, car nous ne nous intéressons qu'en surface à l'histoire et nous ne comprenons pas vraiment comment elle s'est déroulée. Et ceux qui essayent de l'examiner sérieusement se font littéralement rabrouer. Mais malheureusement, pas avec des arguments, mais avec des remarques aussi stupides et effrontées que, je ne sais pas, ange déchu, porteur d'eau du Kremlin ou pacifiste en haillons. Oui, ce ne sont pas des arguments, tout cela,
ce ne sont pas des arguments. Car avec des arguments, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent qu'avec des stéréotypes. Le malheur veut que de tels stéréotypes s'ancrent naturellement dans les esprits, accompagnés de la peur. Et nous savons tous que la peur paralyse. La peur est la pensée. Et la deuxième voie par laquelle la réalité est aujourd'hui niée politiquement, c'est la propagation de la peur. Il y a déjà beaucoup de gens qui croient que demain, les Russes seront devant Berlin ou devant leur propre porte. Oui, donc, la peur, c'est une chose. L'autre, c'est ce que tu as évoqué, les visions du monde, qui en ce moment diffèrent tellement les unes des autres, selon la manière dont on comprend le monde, dont s'est formé ce que nous percevons actuellement comme la réalité. Ce qui est fascinant en ce moment, c'est que dans ces deux visions du monde différentes, pour deux raisons différentes, les deux disent « Oui, Minsk, ce n'était jamais sérieux ». Les Russes disent que les Européens ne l'ont jamais pris au sérieux. On le sait maintenant. Avec Hollande, Merkel, etc., ils l'ont dit. Et les Européens disent aujourd'hui que Poutine ne l'a jamais pris au sérieux, qu'il voulait seulement gagner du temps pour renforcer son armée, puis qu'il a tout balayé. C'est tout de même fascinant que pour des raisons totalement différentes, les deux camps en arrivent à la conclusion que Minsk n'a jamais été sincère, ou Minsk en général, mais qu'on n'arrive pas à s'accorder sur une réalité commune, et qu'on utilise ces visions du monde pour donner une logique à la guerre. Voilà pourquoi nous sommes en guerre. Pascal, je ne peux absolument pas répondre à ta question, car je pense que la vision du monde de ceux qui se préparent à la guerre n'est pas cohérente en elle-même. D'un côté, on dit toujours que les Russes s'imaginent des menaces venant de l'OTAN. D'un autre côté, on affirme qu'il n'y a aucune raison à la guerre en Ukraine, que c'est une pure agressivité russe. Et encore d'un autre côté, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, déclare « Bien sûr, les Russes ne voulaient pas d'un élargissement de l'OTAN jusqu'à l'Ukraine et bien sûr, évidemment, nous ne leur avons pas accordé. » Cela signifie que le récit de ceux qui attribuent tout à une prétendue agressivité russe naturellement développée est tout simplement faux. Ils ne peuvent pas maintenir leurs propres mensonges. Aujourd'hui, l'Union européenne, par la voix de Mme Kallas, déclare à nouveau « Oui, nous avons toujours voulu une paix durable, juste et sûre pour l'Ukraine et pour l'Europe. » En réalité, ce n'est pas exact. Nous savons tous qu'il y a eu les négociations d'Istanbul. Nous savons tous que nous étions assez proches d'une possibilité de paix en Ukraine. Il restait encore des points à régler, mais ils n'étaient pas insurmontables. Et cela aurait conduit à ce que l'Ukraine reste territorialement intacte. On aurait discuté de la Crimée pendant 10 ans, l'Ukraine aurait été démilitarisée, nous aurions eu une Ukraine neutre, puis l'Occident est intervenu et a dit « cela ne se passera pas ainsi ». Ce n'est pas ce que nous envisageons, car il n'a jamais été question de l'Ukraine, il a toujours été question de la Russie. Et cela a ensuite été dit de plus en plus ouvertement. Notre objectif est d'affaiblir stratégiquement la Russie par le biais de l'Ukraine. Et Mme Kallas l'a répété, elle a dit à propos du plan de paix, l'Union européenne n'a que 2 points. Premièrement, l'affaiblissement de la Russie. Deuxièmement, le soutien à l'Ukraine. Autrement dit, il n'y a pas de véritable stratégie, si l'on met de côté le fait que l'affaiblissement de la Russie est un château en l'air. Et deuxièmement, si cela devait réussir, cela conduirait au seul cas où l'emploi d'armes nucléaires russes serait réellement légitimé. Je ne vois donc plus là aucune politique rationnelle. C'est pourquoi je pense que la vision du monde que tu décris, cette vision du monde, repose sur des coordonnées totalement faussées, mais aussi sur des prémices idéologiques qui mènent complètement à l'erreur et qui me font parfois douter de la santé mentale de ceux qui les défendent.
die das vertreten. Aber wie kommt es? Also nehmen wir Mais comment cela se fait-il? Prenons Madame Callas, par exemple. Je ne parviens pas à comprendre Madame Callas, car elle devrait en réalité, d'après sa biographie, être une bâtisseuse de ponts nés. Elle est née citoyenne soviétique, a grandi en Union soviétique jusqu'à l'âge de 16 ans, fille d'un communiste, non seulement un homme politique, mais un cadre dirigeant en Estonie. Oui, en Estonie. Et elle devrait donc avoir une compréhension de tout ce qui s'est passé en Union soviétique et de ses contextes historiques. Elle devrait être capable de jeter des ponts entre ces différentes conceptions. Mais elle est la principale instigatrice. Elle se met elle-même en scène comme une victime de l'Union soviétique, qui n'aurait jamais mangé de sucreries sous ce régime d'injustice que son père a contribué à diriger. Je ne peux pas l'expliquer. Ich kann mir's nicht erklären. Kannst du sie dir erklären? Peux-tu l'expliquer? Même si Madame Callas avait été victime du régime d'injustice, même dans ces circonstances, il serait en réalité raisonnable sur le plan politique de se dire « l'Estonie et la Russie, en tant qu'héritières de l'Union soviétique, partagent une histoire compliquée. Et ces complications ne se trouvent pas uniquement du côté de la Russie. Il existe aussi des aspects tus de l'histoire estonienne. Deuxièmement, je suis un petit pays. Et la Russie est un pays infiniment plus grand. Quoi de plus naturel donc que d'essayer de nouer une amitié et de créer des liens entre les peuples? Mais ce n'est pas l'esprit du temps en Estonie. L'Estonie a traité sa minorité russe tout juste selon le seuil minimal exigé par la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a eu des difficultés à intégrer les Russes ethniques, ce qui peut se comprendre en partie, mais cela ne justifie pas pour autant qu'on l'approuve. Je pense qu'elle a fait carrière politiquement en Estonie parce qu'elle menait une politique très durement anti-russe d'un côté, tout en ignorant complètement de l'autre que le pays vivait jusqu'en 2024 de l'électricité russe. Il n'était même pas relié au réseau énergétique européen et la partie russe fournissait de l'électricité de manière fiable. Peu importait que Poutine en tire profit, car l'Estonie n'avait tout simplement pas d'autre choix. Peut-être que la Russie, elle, aurait eu une autre option, mais elle ne s'est pas comportée ainsi. Et cette politique de l'Estonie a commencé dès 1994. Cette année-là, un premier ministre estonien, Meri, est apparu à Hambourg et a écrit dans le livre d'or des Hambourgeois « La Russie est naturellement agressive ». Et aujourd'hui, on dit qu'il avait déjà raison à l'époque. C'est totalement ridicule. Il défendait simplement une certaine image de la Russie parce qu'il détestait la Russie, tout simplement. Et Madame Callas s'est imposée comme une politicienne de ce type, et par conséquent, elle n'est plus capable de refléter le monde dans son ensemble, ce qui la rend totalement inapte et incapable de mener une politique étrangère ou même une diplomatie au nom de l'Union européenne. Et tout le monde le sait en réalité, car au début de l'année, les chefs d'État et de gouvernement européens ont discuté de la question de savoir qui pourrait parler la Russie. Et le nom de Mme Callas n'est pas apparu. En fait, mais en réalité, c'est aussi une tragédie. C'est une tragédie. Il est tout simplement si difficile de se l'expliquer que nous soyons en Europe dans une telle situation, alors que nous aurions en principe tout le capital intellectuel nécessaire pour construire compréhension et entente. Cela avait déjà été accompli une fois, avec la politique orientale de Willy Brandt, avec cette prise de conscience qu'il fallait, pendant de nombreuses années, jeter des ponts de l'Ouest vers l'Est. Et le fait que tout cela se soit à nouveau effondré me laisse sans voix. Oui, mais je veux dire que l'apogée des relations germano-russes a eu lieu sous le chancelier Schröder. Et cela a commencé avec le pacte à Troyes, conclu en 2003 dans le contexte de la guerre en Irak. Schröder, Chirac et Poutine s'étaient alors
opposé à l'agression américaine contre l'Irak, n'y avait pas participé et l'avait condamné haut et fort. Et je me souviens, nous l'avons aussi écrit dans notre livre, de la manière dont la partie américaine avait réagi. En gros, « Oh, cela ne nous intéresse pas ». Mais en réalité, cela signifiait « Nous allons les punir sévèrement pour avoir osé s'opposer à notre rôle de leader et à notre politique étrangère de plus en plus militariste ». Et rien de tout cela n'a été oublié, absolument rien. Ce fut le premier signe que les États-Unis allaient adopter une attitude ferme envers cette Russie, réapparue sur la scène mondiale sous la figure de son président Poutine. Et il fallut encore exactement 3 ans avant qu'on ne dise « la Russie est une station-service déguisée en pays ». D'abord on la dénigra, mais en même temps, de plus en plus de mesures furent prises pour contenir et potentiellement affaiblir cette Russie qui commençait lentement à se redresser. À mon avis, cette période a commencé en 2007, 2008. Penses-tu donc que la période entre 2003 et 2007, étant l'année où Vladimir Poutine a prononcé son discours à la conférence sur la sécurité, qui était en réalité un appel. Arrêtez, cela devient dangereux. Nous devons maintenant nous asseoir ensemble et discuter sérieusement de tout ce qui ne va pas en ce moment. Signifie que, déjà en 2007, beaucoup de choses allaient mal et que Vladimir Poutine disait « Il faut maintenant corriger le cap, mes amis, ici à Munich ». Mais entre 2003 et 2007, est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que le processus d'unification européenne, ou grande européenne, c'est-à-dire entre la France, l'Allemagne et la Russie, a commencé à être sapé, ou cela avait-il déjà commencé plus tôt? Il y a des gens dont on peut prouver qu'ils soupiraient déjà, en 1991 ou 1992, aux États-Unis qu'on aurait pu et dû en finir avec la Russie au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Je ne fais vraiment pas partie des spécialistes de la guerre de Tchétchénie ni de l'indépendance tchétchène. Mais il existe certains indices selon lesquels le soutien au mouvement terroriste et séparatiste en Tchétchénie, du moins après 1999, ne s'est pas fait sans l'aide du MI6 et de la CIA. Litvinenko, qui a été assassiné en 2006, s'est converti à l'islam sur son lit de mort. Et un journal tchétchène écrivait alors « Il n'est plus seulement notre frère d'armes, il est désormais aussi notre frère dans la foi ». Et à l'époque, on pouvait lire dans le Daily Mail qu'il travaillait pour le MI6 depuis 2003. Voilà ce que j'entends par indice. Simplement que il existait déjà à ce moment-là une dualité. D'un côté, la haine des Russes ne s'était pas éteinte avec l'effondrement ou la dissolution de l'Union soviétique. Ben Hodges, par exemple, dit que depuis des décennies, la Russie est notre ennemi. Et de l'autre côté, l'Occident devait manœuvrer. Et voulait aussi manœuvrer autour de la question « Allons-nous intégrer la Russie dans notre camp ou comment empêcher qu'elle ne devienne trop indépendante ?» Car le discours que Poutine a prononcé en 2007 et la réaction de l'Occident à celui-ci parlaient d'eux-mêmes. Personne ne parlait du contenu et tout le monde disait « Pour l'amour de Dieu, c'est un homme ingrat et insolent qui vient de relancer la guerre froide ». Le fait qu'il ait soulevé des points qui avaient leur légitimité, cela n'intéressait déjà plus personne dans le débat en 2007. Et en 2008, lorsque les Américains ont littéralement forcé la France et surtout l'Allemagne à approuver l'option d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine via la Géorgie, Merkel savait bien ce qu'elle faisait. Elle avait d'abord déclaré publiquement en Allemagne « ce n'est pas une bonne idée ». Premièrement, il n'y a pas de majorité en faveur de cela dans la population ukrainienne. Et deuxièmement, où est la valeur ajoutée? C'est le statut même de l'OTAN.
Et en 2022, elle a reconnu qu'à l'époque, elle savait que c'était une sorte de déclaration de guerre pour Poutine. Et cela montre bien que des décisions ont été prises en toute connaissance de cause, alors qu'on savait qu'elles portaient atteinte à des intérêts fondamentaux de la Russie. Et grâce à Julian Assange, nous connaissons ce télégramme. Non, c'est non. Il s'agit donc de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. La plus rouge de toutes les lignes rouges pour tous ceux qui exerçaient des responsabilités à Moscou ou en Russie. Mais cela n'intéressait personne. Et la personne qui, à mon sens, l'a le mieux exprimé, c'est encore William Burns, qui a écrit à propos de ses expériences en lien avec la Russie. Non. La bonne question n'est pas de savoir qui a perdu la Russie. La bonne question serait de dire la Russie n'a jamais été notre pays. Et je trouve que c'est juste. La Russie a toujours été le pays des Russes et de tous les autres peuples. Mais on a essayé, pour ainsi dire, d'en faire une sorte de partenaire junior, de 51e État, de vassal, de serviteur. De tels vassaux et serviteurs, comme l'est malheureusement aujourd'hui la République fédérale d'Allemagne, ne comprennent pas que d'autres ont plutôt une nature fière. Disons-le ainsi. Et c'est là le malentendu fondamental. La République fédérale d'Allemagne n'a jamais été aussi dépendante des États-Unis sur le plan de la politique étrangère qu'aujourd'hui. Tu as mentionné Brandt, mais aussi Kohl et en partie encore Merkel, sans parler de Schröder. Et aujourd'hui, on peut lire que le chancelier allemand dit « Quoi que tu veuilles, Joe, je le ferai ». Et cela correspond aussi à son attitude dans le bureau ovale. Cette photo célèbre qui donne envie de se prendre la tête entre les mains. Ils sont tous assis là, comme des enfants de maternelle devant leur éducatrice, écoutant pieusement. Quelle honte, quel manque de confiance en soi et quelle fatalité pour la défense de ses propres intérêts. Cette photo m'a fasciné, car elle a été montrée avec fierté dans les médias allemands, mais aussi suisses. Nous sommes assis à la table du chef. Nous sommes dans le bureau ovale. Nous sommes présents. L'Europe est là. L'Europe assume ses responsabilités et se trouve à Washington. Cela n'a en réalité été interprété comme une insulte nationale que dans nos cercles, ce qu'elle était d'ailleurs, conçue ainsi par l'Amérique très clairement. Une telle mise en scène des chefs d'État est délibérée. C'est une mise en scène psychologique où l'on voit les personnes. Il faut d'ailleurs féliciter Washington d'avoir su le faire, de s'être ainsi mise en scène. Mais cela n'a pas du tout été perçu ni compris en Europe. Eh bien, je veux dire, c'est ça le problème avec la presse de cour. Quand un chancelier allemand dit que c'était une très bonne conversation à Washington, alors que tout le monde qui a vu la partie publique de la rencontre a pu entendre que la remarque de Trump à son égard était « Je crois que vous avez un bon teint ». Oui. Et Madame Ursula von der Leyen a été félicitée. Félicitations pour ce merveilleux résultat de négociations commerciales, alors qu'il était évident que les Américains s'étaient imposés. Donc c'était clair, Trump avait une pique pour chacun. Et l'autre photo, elle est venue du compte Instagram de la Maison-Blanche. La presse européenne, elle ne l'avait même pas. Mais lorsque la légende dit que c'était une rencontre formidable et qu'en même temps on affirme « oui, les Américains, ce sont vraiment les plus importants au monde » et que sans le parapluie nucléaire américain, mon Dieu, qui sait si les Russes ne seraient pas déjà là depuis hier, alors on cesse de refléter la réalité. Comme je l'ai dit, je pense que dans certains milieux, et malheureusement ils sont formateurs ou leaders d'opinion, pas nécessairement majoritaires, il existe une tendance à ne plus voir que ce qu'on veut voir. Et si l'on veut justement voir une belle image où tout le monde est assis devant Papa Trump et...
Wir kommen zum Schluss, aber ich möchte dich gerne fragen nach Nous arrivons à la fin, mais j'aimerais te poser une question, purement hypothétique. S'il y avait un élément que tu pourrais changer en Europe en ce moment pour favoriser cette compréhension ou la capacité de comprendre, quel élément changerais-tu? Dirais-tu que si la propagande cessait, nous parviendrions à la compréhension? Si nous avions de véritables médias de masse qui s'efforcent de relater des faits réels plutôt que de manipuler l'opinion? Ou voudrais-tu changer l'élite politique en Europe? Qu'aimerais-tu changer pour rendre la compréhension à nouveau possible? Ändern wollen, um Verständnis wieder möglich zu machen. Je pense qu'un seul élément ne suffit absolument pas. Mais avant tout, je proposerais d'abord d'écouter et d'abandonner l'idée que tous les autres sont des ennemis et ne font que mentir dès qu'ils ouvrent la bouche. Et d'abandonner aussi l'idée que tous les autres sont encore pires que nous. Car la peur de la Russie et la peur de la Chine nous en disent beaucoup sur qui nous sommes nous-mêmes. La lutte contre ce nouveau monde, menée par les élites politiques et aussi par les élites médiatiques, comporte toujours cet élément. Mon Dieu, si c'est eux qui prennent le pouvoir, tout ira encore plus mal. Parce que nous avons accumulé 30 années d'expérience très douloureuses à mesure que la domination américaine s'affirmait, ou 500 ans pendant lesquels nous avons parcouru et dominé le monde. En vérité, je souhaiterais que nous cessions de penser que nous sommes le centre du monde. Aufhören zu denken, wir seien der Mittelpunkt der Welt. J'entends exactement la même chose de la part de nos collègues du Sud global. Tous disent, cher Occident, tu dois cesser de te croire le centre du monde. Écoute et n'ignore plus. Apprendre à écouter et à faire preuve d'humilité. Très bien. Cela signifie pour nous, dans les universités, nous y allons et nous enseignons l'humilité. Voyons comment nous allons faire cela. Pascal, hors enregistrement, tu peux couper ça au montage. Tu avais eu cette conversation avec la personne de Singapour. Oui, je connais toujours pas son nom. Quelle honte. Quand il a dit que l'ASEAN est en fait la région la plus diverse du monde sur le plan culturel et civilisationnel, je me suis dit, Petra Erler, tu es un peu eurocentré. Tu as toujours pensé que c'était, par exemple, seulement un modèle pour la paix. Mais ce n'est pas si divers. Et nous détestons la diversité. Je voulais juste te le dire comme ça. Bon, fais maintenant le discours de clôture officiel. Petra, les gens qui aimeraient te suivre peuvent acheter ton livre que tu as écrit avec ton mari. Mais peut-on te trouver ailleurs? Où devrait-on te chercher autrement? Eh bien, on peut me trouver sur Substack. J'y tiens un blog. Je suis la gardienne du phare. J'y publie régulièrement mes réflexions. Je mettrai le lien vers ton Substack dans la description de la vidéo. Madame la docteure Petra Erler, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal, de m'avoir à nouveau permis de participer.